Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, mon nom est Philippe Dompierre, je suis le professeur responsable du programme Sciences, Lettres et Arts. Je suis également professeur de mathématiques dans le même programme et en plus de ça, j'ai moi-même étudié en Sciences, Lettres et Arts lorsque j'étais étudiant de 2004 à 2006. Donc c'est un programme que je connais beaucoup, c'est un programme que j'aime beaucoup et ça va me faire un plaisir de vous en parler aujourd'hui. Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est quoi le programme Sciences, Lettres et Arts? Quels sont les cours? Donc, le programme Sciences, Lettres et Arts, ça le dit un peu, hein? C'est un mélange entre sciences nature, sciences humaines, arts et lettres. Mais il faut comprendre que c'est pas un mélange un tiers, un tiers, un tiers. On pourrait plutôt voir ça comme le programme Sciences de la nature, duquel on prendrait certains cours de sciences et on les remplacerait par un cours de sciences humaines et un cours d'art. Je vais maintenant vous montrer ma présentation. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Donc les cours dont il est question, donc, il y a évidemment tous les cours de la formation générale, donc les cours que tout le monde au cégep ont à faire, donc littérature, philosophie, les cours de langue, éducation physique. Pardon pour ça. Donc, il y a, comme je disais, des cours. Chaque session, il va y avoir 1 à 2 cours de sciences, un cours de sciences humaines, qui sont histoire, psychologie, sociologie, économie, et un cours d'art par session, à l'exception de la 4e session qui n'a pas de cours d'art. Les cours d'art sont art visuel, histoire de l'art et théâtre. On me pose souvent la question par rapport aux cours d'art visuel. La chose importante à vous dire, c'est que le programme Sciences, Lettres et Arts n'est pas un programme d'art. Et juste pour vous donner une idée, à chaque session, première session, quand les étudiants arrivent, je pose la question à mes étudiants, qui a peur du cours d'art? Qui a des appréhensions par rapport au cours d'art? Et presque tous les étudiants lèvent la main. C'est normal parce que c'est pas un programme d'art et ces étudiants-là, il faut comprendre que le cours d'art est vraiment un cours pour débutants, OK? Donc, vous n'allez pas, dans ce cours-là, être noté sur votre performance ou sur vos talents artistiques, mais bien sur le respect des consignes, sur votre créativité, sur vos efforts, sur votre travail. Donc, finalement, c'est un cours comme les autres. Donc, il faut comprendre que pour les cours d'art en particulier, je sais que ça inquiète certaines personnes, mais vous n'êtes vraiment pas noté sur la performance. Après ça, c'est important de vous dire que le programme de Sciences, Lettres et Arts, c'est pas juste plusieurs cours sur plusieurs domaines différents, mais bien comprendre qu'il y a une politique multidisciplinaire dans le programme. D'abord, il faut comprendre que les professeurs, à chaque session, nous nous rencontrons entre nous, les professeurs d'une même session, pour parler de nos cours. Simplement parler de nos cours informellement, pour pouvoir faire des liens entre nos cours durant notre prestation d'enseignement. Donc, par exemple, je suis prof de maths, je parle au prof d'histoire, je sais ce que le prof d'histoire enseigne dans son cours. Et donc, par exemple, pendant mon cours de maths, si je parle de Pythagore, par exemple, durant mon cours, ben, je pourrais faire un lien avec les Grecs que les étudiants voient dans leur cours d'histoire. Donc, les professeurs se parlent entre eux et tentent de faire des liens, parfois informels, entre leurs cours. Toutefois, il y a aussi des liens plus formels qui sont faits entre les cours, par le biais de travaux multidisciplinaires. Donc, de 4 à 5 fois durant le cégep, il y a des travaux qui comptent dans plusieurs matières. Je vais donner un exemple. Il y a un travail qui compte, par exemple, en philosophie et en théâtre. Les étudiants doivent écrire en équipe une pièce de théâtre sur un thème philosophique, la mettre en scène et l'interpréter. Donc, c'est un travail qui compte à la fois en philosophie et en théâtre. Donc, notre but en tant que programme n'est pas juste de donner des cours, mais bien de donner une culture générale globale avec des concepts multidisciplinaires qui sont reliés. Donc, notre but est d'offrir ça aux étudiants. Justement, je parlais des professeurs, je vais en parler encore une fois. Je dois juste dire que les professeurs qui enseignent en sciences, lettres et arts, il y a une grande stabilité dans nos professeurs. Ce sont souvent les mêmes professeurs d'une année à l'autre. Et je dois dire que je suis extrêmement fier de notre équipe de professeurs. Ce sont des gens passionnés, curieux, ouverts d'esprit. Et quand on est professeur en sciences, lettres et arts, on n'a pas le choix d'être passionné. Parce que la dynamique des cours en sciences, lettres et arts est très interactive, très vivante. Les étudiants vont souvent beaucoup poser de questions et beaucoup nous mettre au défi. Donc, on ne peut pas donner ce cours-là en étant sur le pilote automatique.
Donc, naturellement, les professeurs qui décident d'enseigner en sciences lettres et arts aiment cette ambiance de classe-là et aiment être mis au défi par leurs étudiants. Je ne pourrais pas parler du programme Sciences, Lettres et Arts sans vous parler de l'ambiance qui règne dans le programme. Il y a un très, très fort sentiment d'appartenance dans le programme. D'abord, c'est un petit programme. On parle de 50 à 70 étudiants par cohorte. Donc, très rapidement, les gens dans le programme se connaissent et se connaissent rapidement et se font des amis très rapidement. Juste en partant, la première activité qu'on organise, c'est une activité, un rallye pour que les étudiants apprennent à se connaître. On va mettre les étudiants en équipe ensemble. On faisait attention de faire les équipes, de former les équipes pour que les étudiants ne viennent pas de la même école, pour qu'ils apprennent à se connaître. Et on leur fait faire un défi. Donc, à l'époque où ce genre de choses étaient permises, on leur faisait faire un rallye architectural dans le Vieux-Montréal. C'est même important de dire que cette année, on s'est réinventé. On a quand même fait un rallye en équipe, mais cette fois-ci, ce rallye-là était sur Zoom. C'était quand même un rallye très intéressant, multidisciplinaire, où les étudiants devaient notamment recréer des œuvres d'art ou, en lien avec le cours de physique, se filmer alors en processus de chute libre, par exemple. Mais le but de tout ça, au fond, au-delà de tous ces jeux, était vraiment que les étudiants apprennent à se connaître, apprennent à se faire des amis. Donc, tout était évidemment dans le travail d'équipe pour que les étudiants tissent des liens. Encore, dans les activités spéciales et exclusives au programme de Sciences, Lettres et Arts, habituellement, il y a en octobre une journée thématique. Donc, c'est une journée où les étudiants de Sciences, Lettres et Arts ont levé de cours, n'ont pas d'école, et vont passer la journée, ils vont vivre la journée sous un certain thème. Ce thème est souvent un pays. Je donne l'exemple de l'an passé, c'était le Japon. Pendant toute la journée, les étudiants ont fait des ateliers et des conférences qu'ils choisissaient sur le Japon. Par exemple, un atelier d'origami ou un atelier d'arts martiaux, par exemple. Et aussi, il y avait d'autres activités spéciales durant la journée, comme par exemple un concours de cuisine. Il y avait également un quiz sur le Japon. Et le soir, on a fait un gros karaoké, tout le monde ensemble. Il y avait un camion de rue. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on fait habituellement. C'est le modèle de journée thématique qu'on fait habituellement. Vous comprendrez que tout ça n'a pas été possible cette année. C'est important de dire qu'on s'est quand même réinventé en faisant cette année un grand festival du cinéma. C'était la semaine dernière. Les étudiants par équipe devaient recréer des scènes de films, évidemment par Zoom, ou également faire des doublages originaux sur des scènes de films. Et les créations gagnantes ont été présentées dans un grand gala, un peu un gala fait, un peu semblable au gala des Oscars ou Festival de Cannes. Et des prix ont été remis durant ce gala-là qui était évidemment virtuel vendredi passé. Donc, on a quand même réussi à se réinventer et faire une activité spéciale cette année quand même. Aussi, encore une fois, dans les activités spéciales exclusives en Sciences, Lettres et Arts, on a les activités sportives. Donc, il y a toujours une saine rivalité entre les étudiants de première année et les étudiants de deuxième année. Donc, on organise habituellement à l'automne un match de soccer SLA1 contre SLA2 et à l'hiver un match de hockey SLA1 contre SLA2. C'est important de vous dire qu'à toutes ces activités-là, y compris les dernières que j'ai abordées, les professeurs également sont présents, puis font partie de la famille. Puis ça, les étudiants aiment beaucoup ça, voir les professeurs dans un autre contexte que le contexte des cours. Et évidemment, c'est important de vous dire que ces activités sportives ont eu leur version 2020. On a fait plutôt des activités sportives par petits groupes à 2 mètres de distance. Évidemment, important de dire avant que Montréal ne tombe en zone rouge. Aussi, il y a des activités à l'hiver. Donc là, par exemple, en général, il y a la soirée opéra. Donc le but de la soirée opéra est de faire découvrir aux étudiants quelque chose qui n'aurait pas été porté d'aller explorer par eux-mêmes. Donc, la soirée opéra, c'est un ou une spécialiste de l'opéra qui présente un opéra et qui le commente pendant que les étudiants écoutent. Mais après, il y a une dégustation de dessert avec les professeurs. Donc, bien entendu, on va reconduire cette activité-là si la situation nous le permet. Mais pour l'hiver prochain, probablement qu'on va faire autre chose, possiblement un festival de la musique qui ressemblait un petit peu au festival du cinéma que j'ai abordé tout à l'heure. Il y a également la fameuse soirée des anciens. Il faut comprendre que les anciens étudiants du programme sont traditionnellement très attachés au programme. Je vous l'ai déjà dit, il y a un très fort sentiment d'appartenance. Et donc, à chaque année, les anciens du programme
Et je ne sais pas si vous voyez, il y en a combien dans la Grande Chapelle en ce moment, mais très souvent, on parle d'une centaine à peu près d'anciens qui reviennent pour parler aux étudiants actuels de leurs expériences à l'université ou sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment une belle activité. Ça permet aux anciens de se retrouver, mais surtout aux étudiants actuels d'en savoir plus sur les programmes universitaires et d'éclairer peut-être un peu leur choix avec évidemment les entrées, les demandes d'admission à l'université qui arrivent très bientôt. C'est une activité qui a lieu en janvier habituellement. Donc, évidemment, si l'année prochaine, on parle de 2022, ça a lieu en présence, on sera enchanté, mais il faut quand même comprendre que pour l'hiver prochain, on prévoit une version à distance de cette activité-là quand même. Il faut coûte que coûte que cette activité-là ait lieu. C'est important. Donc, il y a une autre activité du programme qui est un concours de logos. Donc, tous les étudiants de première année peuvent participer, ceux qui le veulent, à la conception d'un logo. Et le logo gagnant, choisi par les professeurs, sera le logo officiel du programme l'année suivante. Donc, ma présentation ne serait pas complète si je ne parlais pas de la culture d'entraide et de coopération qui règne dans le programme. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Oui, nos étudiants veulent performer, nos étudiants veulent avoir des bonnes notes, mais ce qui est particulier en sciences lettres et arts, c'est que ce désir n'est jamais au détriment des autres. Il n'y a pas un très fort esprit de compétition en sciences lettres et arts, et je dirais même plus qu'il y a un fort esprit de coopération. Traditionnellement, les étudiants se sont toujours aidés entre eux. On sait que c'est un programme multidisciplinaire. On sait qu'il va y avoir certains étudiants qui vont être plus doués en sciences, d'autres plus en sciences humaines. Et c'est entre autres pour cette raison-là qu'il y a un gros climat d'entraide qui règne. Je donne mon exemple personnel. Je suis devenu prof de maths et j'aime dire que j'ai appris mon métier alors que j'étais en sciences lettres et arts et que j'aidais tous mes amis en mathématiques. Mais bien que j'aidais mes amis en mathématiques, je me faisais aider dans d'autres matières par d'autres amis, d'autres matières dans lesquelles j'étais moins fort. C'est important de dire que rapidement, les étudiants vont se créer une conversation sur Facebook, un groupe sur Facebook. Cette session à distance, ils se sont même créés un Teams eux-mêmes. Je n'ai même pas eu à les pousser à faire ça. Même à distance, ils se sont fait ça eux-mêmes pour s'aider sur ce Teams-là, pour se partager certaines informations, pour se poser des questions de maths. Donc, très, très rapidement, établir un contact entre eux pour s'aider. Vous voyez ici le petit onglet « Je fais des tomates ». J'imagine que ça vous intrigue beaucoup. Donc, ça, c'est une initiative au départ que j'ai lancée, mais que les étudiants ont beaucoup alimenté après. On a créé dans le cadre de la session à distance des salles d'études virtuelles dans lesquelles les étudiants viennent étudier ensemble, mais se connectent. Et la technique de la tomate consiste à étudier pendant 50 minutes et faire une pause de 10 minutes tout le monde ensemble, avec un chronomètre qui roule en même temps. Et on a fait ça et ça a très bien fonctionné. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont venus se joindre à nous et même moi et même certains professeurs, on se joignait à ce plateau d'études-là pour faire notre travail personnel et prendre des pauses avec les étudiants. Donc, ça a été quelque chose qui a quand même bien fonctionné dans cette session plutôt atypique, mais même dans une session normale, il y a énormément d'entraide qui règne dans le programme. Je termine simplement en vous montrant, en vous disant que vous pouvez aller voir plusieurs photos des dernières activités, ou même vous pouvez rouler, aller voir des activités des autres années sur la page Brébeuf, et c'est là le programme. Je vais juste terminer avec la chose suivante. Je me rappelle qu'en 2004, quand je suis allé aux portes ouvertes de Brébeuf et que j'ai vu ce programme-là m'a beaucoup intrigué. Je suis allé au kiosque et je me rappellerai toujours qu'est-ce que la personne qui était au kiosque m'a dit. Ce programme-là, moi, il m'intéressait beaucoup. J'étais attiré par l'esprit de famille du programme, j'étais attiré par le multidisciplinaire, j'étais attiré par apprendre des choses sur plein de sujets. Mais j'avoue que j'étais un petit peu inquiet par la charge de travail également. J'étais pas sûr, j'hésitais. Et je me rappellerai toujours que le prof m'a dit, écoute, essaye-le, t'as rien à perdre, parce que si après une session, tu vois que c'est pas pour toi, ou tu vois qu'au fond, tu préfères les sciences ou tu préfères les sciences humaines, après une session, tu peux changer de programme et aller dans un autre programme comme sciences humaines et sciences nature et quand même finir ton cégep en 2 ans. Donc, ce prof-là m'a dit, pourquoi pas l'essayer? Et je vais terminer ma présentation en vous disant la même chose. Pourquoi pas l'essayer? Le risque n'est pas grand, mais ce que vous pouvez en tirer comme expérience de vie est énorme et je suis bien placé pour en parler. Merci de m'avoir écouté. Je vais prendre les questions maintenant. Monsieur Fortin.
Okay, alors, d'abord, il y avait une question. Il y avait une question sur la constitution des groupes. Oui. Et puis, ce que j'ai répondu, c'est que ce sont des groupes homogènes. En fait, c'est les mêmes étudiants dans les classes, donc ils vont suivre les mêmes cours en français, en philosophie et dans leurs cours aussi de formation spécifique. Il y a une question qui porte sur est-ce que les profs se parlent aussi au niveau des travaux? Et puis, une autre question où on voudrait avoir la grande différence entre le programme de SLA avec le programme du DEC, Sciences de la santé, par exemple, au niveau des cours. OK. Ben, je vais commencer par la première. Donc, oui, les professeurs, on se parle, on fait ce qu'on appelle une rencontre d'échéancier au début de la session pour justement nous assurer que nos travaux et examens ne tombent pas tous en même temps. Toutefois, je pense que c'est important de préciser que ce genre de rencontre a lieu dans tous les programmes au Collège André-Beuve, pas seulement en sciences lettres et arts. Parfois, c'est plus facile dans des groupes homogènes. Simon parlait des groupes homogènes parce qu'évidemment, vu que c'est tout le temps les mêmes étudiants qui se suivent, c'est évidemment plus facile d'avoir ces rencontres-là et de s'assurer que les examens n'ont pas lieu tous en même temps. Donc oui, nous avons ce genre de rencontres-là. Et après ça, la deuxième question, c'est la différence avec sciences santé. Comme j'ai dit, il y a moins de cours de sciences qu'en sciences santé. Mais toutefois, ce qui est super important de dire, et je réalise que je ne l'ai pas dit pendant ma présentation, et c'est vraiment important de le dire, le programme Sciences lettres et arts ouvre quand même la porte à tous les programmes universitaires, comme le fait Sciences santé. Même si on donne un petit peu moins de cours de sciences santé, parce que comme j'ai dit au début de ma présentation, on enlève certains cours qu'il y a en sciences santé pour les remplacer par des cours de sciences humaines et des cours d'art. Mais c'est important de comprendre que cette manipulation fait en sorte quand même qu'on peut accéder à n'importe quel programme à l'université après sciences lettres et arts. Donc, même s'il y a moins de cours qu'en sciences santé, c'est important de comprendre que du point de vue du ministère, du point de vue des universités, on a quand même des acquis en sciences santé qui sont suffisants pour accéder dans tous les programmes universitaires, y compris médecine, génie, tous les programmes, en fait. Donc ça, c'est important de le dire, je crois. Oui, Simon, d'autres questions? Merci. Il y a une question concernant si je veux étudier en psychologie plus tard. Est-ce que vous recommandez ce programme? C'est-à-dire, ça ouvre tout à fait la porte à psychologie. D'ailleurs, il y a un cours de psychologie dans le cursus. Il a lieu en session numéro 2. Donc, à partir du moment où ça ouvre la porte à psychologie, moi, je dirais oui, tout à fait, pour la simple et bonne raison que c'est un programme qui fait en sorte qu'on s'ouvre sur plein de sujets, on s'ouvre sur le monde, et c'est un programme qui est très formateur. Je me suis personnellement senti très bien formé en tant que personne ayant étudié dans ce programme-là. Ça donne, au-delà de la matière qu'on apprend, au-delà des concepts qu'on apprend, ça donne une extrêmement bonne formation en termes d'organisation, en termes de gestion du temps. Également, comme je vous disais, la pédagogie multidisciplinaire, le fait de sortir de là avec une culture générale globale, de savoir plein de choses sur plein de sujets, c'est très pertinent. Je rajoute aussi en lien avec la psychologie qu'il y a un cours de statistique. Il y a 2 cours de biologie aussi. Donc, c'est quand même des concepts sous-jacents à la psychologie qui sont intéressants. Et je peux finalement dire que énormément de nos étudiants que j'ai connus ont été en psychologie et également dans des concepts connexes comme neurosciences, sciences cognitives. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc oui, c'est tout à fait recommandé et possible. Il y a des questions qui se sont ajoutées. Peut-être que la réponse n'a peut-être pas été suffisamment claire. C'est quoi la différence entre SLA et sciences de la nature? Et puis, j'ajouterais à ça, est-ce que c'est possible d'aller en médecine en faisant SLA? Donc oui, comme j'ai dit, c'est possible d'aller dans tous les programmes universitaires après avoir fait SLA, y compris médecine. Et je connais personnellement, à chaque année, il y a beaucoup d'étudiants qui vont en médecine après sciences lettres et arts sans problème. Donc, comme j'ai dit tantôt, la différence avec sciences nature, sciences lettres et arts, c'est vraiment, il y a moins de cours de sciences et ils sont remplacés par des cours de sciences humaines et des cours d'art, mais sans compromettre l'accessibilité aux universités. Donc, ce que ça fait, c'est que, en fait, on se limite simplement à... Il faut comprendre qu'en sciences nature, il y a beaucoup de cours de sciences, mais ce n'est pas 100% de ce qui est montré dans les cours de sciences
qui sont nécessaires du point de vue des universités. Il y a beaucoup de choses en plus. Donc, en sciences lettres et arts, on va se limiter vraiment à ce qui est essentiel en sciences. On va faire d'autres choses, d'autres cours, des cours de sciences humaines, des cours d'art, mais ça va quand même se faire en 2 ans, là. Puis notre horaire, en termes d'heures de cours, n'est pas plus chargé que l'horaire de sciences nature. C'est vraiment juste qu'au lieu d'avoir 3 cours de sciences dans une session, on en a un cours de sciences humaines, un cours d'art, mais quand même, on peut accéder à tout programme à l'université après. L'avantage que ça a d'avoir des cours, d'avoir une session plus variée en termes de cours, c'est que j'ai l'impression que ça rend, les étudiants me disent souvent que ça rend l'étude plus facile. Imaginez être en sciences, faire son étude de chimie, son étude de physique, puis son étude de bio, ça va solliciter les mêmes zones du cerveau. Mais imaginez qu'en sciences lettres et arts, c'est quand même beau à voir que c'est possible de faire son rapport de lab de chimie, ensuite d'étudier en histoire son examen, puis finalement d'aller retaper sa toile en or. Donc, ça fait des sessions des sessions, voire des journées plus variées, mieux balancées. Et je répète que ça fait quand même en sorte qu'on peut accéder à tout programme à l'université. Oui, Simon Fortin, d'autres questions? Merci, M. Dompierre. Il y a des questions qui portent sur le nombre d'heures de cours par semaine, sur le nombre d'étudiants dans les classes aussi. OK. Je vais commencer par le nombre d'étudiants dans les classes. Donc, il faut comprendre que c'est comme dans tous les programmes à Brébeuf, le maximum est fixé à 35 dans une classe. Donc, dépendant du nombre d'étudiants, c'est sûr que ça peut être 35 par classe, mais je vous donne un cas de figure où il y aurait juste 50 inscrits en sciences lettres et arts, ben, ça serait probablement 2 classes de 25. Donc, évidemment, ça dépend du nombre d'étudiants inscrits au total dans le programme. Mais je dirais, bon an, mal an, on parle de classes qui sont entre 22 et 35 personnes par classe. Vraiment, ça dépend vraiment du nombre total d'inscrits. Pour l'autre question, rafraîchis-moi la mémoire. Simon, tu parlais des... Le nombre d'heures par semaine de Oui, cours. Pardon, ça m'était sorti de la tête. Et puis, on peut ajouter aussi combien d'heures d'études, combien d'heures hors cours exigées par la charge de travail. Donc, c'est difficile de répondre à... évidemment, il y a toujours un nombre officiel d'heures hors cours qui est prescrit selon chaque cours, mais c'est difficile de répondre à cette question-là parce que tout va dépendre des étudiants, donc de leur du temps qu'ils veulent mettre, de leur efficacité. Donc, c'est difficile de répondre pour le nombre d'heures de cours. Disons simplement... Bon, d'abord, pour le nombre d'heures de cours par semaine. Ça, c'est plus facile à répondre. Donc, on parle de quelque chose de semblable à sciences nature, donc entre 25 et 29, dépendant des sessions. Donc, ça, c'est le nombre d'heures de cours. C'est semblable aux autres programmes, c'est semblable à sciences nature. Pour ce qui est du nombre d'heures d'études, disons simplement la vérité, c'est que c'est un programme qui est exigeant, qui est demandant, mais c'est pas impossible. C'est faisable. Et juste pour vous donner une idée, tous nos étudiants sont traditionnellement impliqués dans toutes les activités parascolaires du collège, surreprésentés dans toutes les activités parascolaires. Moi, une question qui revient souvent, c'est est-ce que je vais avoir le temps de... je joue au basket, est-ce que je vais avoir le temps de jouer au basket? Je suis dans une troupe de théâtre, est-ce que je vais avoir le temps? La réponse est oui, mais tout est une question d'organisation. Si vous vous organisez bien, ça va bien se passer. Et à chaque année, les étudiants sont passionnés, ils sont impliqués dans plein d'affaires et réussissent quand même à s'en sortir. C'est exigeant en termes de travail, mais il faut se rappeler qu'il y a un esprit de groupe qui est formidable. Et moi, en tant qu'ancien étudiant, je sais que j'ai travaillé fort, je m'en rappelle, mais ça me semblait jamais pénible parce qu'il y avait un vent d'enthousiasme qui était mené par le groupe et la force du groupe. Donc, ça rendait ça vraiment plus agréable de travailler. Donc, on travaille fort, mais il est possible de quand même continuer à faire les choses qu'on aime si on s'organise bien. Merci. J'ai des questions maintenant sur les seuils d'admission, la médiane des étudiants admis. OK. La médiane des étudiants admis, je n'ai pas cette information. Je peux vous dire que les étudiants admis sont traditionnellement assez forts, ont traditionnellement des bonnes notes au secondaire. Toutefois, le seuil d'admission est fixé à 75% de moyenne si on considère le bulletin de 4e secondaire jusqu'au dernier bulletin accessible en 5e secondaire. Et en considérant les mêmes bulletins, il faut également maintenir une moyenne de 75% dans les cours de sciences et de mathématiques SN et TS.
Donc ça, c'est pour le seuil minimal. Ceci dit, traditionnellement, les étudiants sont beaucoup plus forts, ont quand même traditionnellement de très bonnes notes et de très bonnes moyennes au secondaire. C'est important de dire, ça, souvent, ça fait peur au monde parce qu'ils disent la moyenne va être difficile à atteindre, la moyenne du groupe, parce que les étudiants sont forts. Mais il ne faut jamais oublier que la cotère tient compte de ça. Et donc, être sur la moyenne en sciences lettres et arts, comme les étudiants sont très forts et donc l'indice de force du groupe est très fort, si tu es sur la moyenne en sciences lettres et arts, tu as une meilleure cotère que si tu es sur la moyenne dans un autre programme. Donc, il faut comprendre que, oui, le fait que les étudiants soient forts fait en sorte que c'est plus difficile d'atteindre la moyenne, mais du point de vue de la cotère, c'est censé, selon le calcul de la cotère, ne rien changer. Voilà. D'autres questions, Simon? D'accord, merci. Oui, il y a quelques questions qui ont été posées sur c'est quoi les particularités du programme Sciences, Lettres et Arts à Brébeuf par rapport au même programme dans les autres collèges à Montréal? Moi, personnellement, je ne sais pas exactement ce qui se fait dans les autres programmes et je ne voudrais surtout pas vous dire du mal de ces programmes-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement fier de ce qu'on fait ici à Brébeuf. Donc, je crois que les activités que je vous ai montrées, comme la journée thématique, les activités sportives, toutes ces activités-là sont particulières à Brébeuf. Je ne sais pas s'ils font des choses semblables ailleurs, mais ça, c'est des activités qui sont particulières à Brébeuf. Sinon, je peux vous dire que vraiment, on a une super belle équipe de professeurs à Brébeuf. Je ne sais encore là, pas si c'est pareil ailleurs, mais on a une super belle chimie entre nous. Comme j'ai dit, on communique beaucoup entre nous. Il y a vraiment un bel esprit de famille. Donc, je ne veux pas nécessairement dire du mal des autres cégeps, mais je peux juste dire je suis vraiment fier de ce qu'on fait à Brébeuf. Et c'est important de dire que, pas juste en sciences lettres et arts, mais à Brébeuf en général, moi, ce que je réalise, si on me demande vraiment c'est quoi la différence à Brébeuf, moi, je réponds souvent que c'est l'encadrement. Puis ça, c'est pareil dans les autres programmes à Brébeuf. C'est un peu ça qui fait notre marque de commerce. C'est à Brébeuf, on a moins d'heures d'enseignement à donner comme professeur que dans les autres cégeps pour avoir plus de temps à passer avec nos étudiants et pour s'impliquer dans la vie étudiante. Donc, je peux dire ça aussi. Nos professeurs, en général, pas juste en sciences lettres et arts, sont beaucoup impliqués dans la vie étudiante. Et en sciences lettres et arts, c'est particulièrement vrai. Il y a énormément de proximité entre les professeurs et les étudiants. On est vraiment une famille et on se voit vraiment souvent hors des cours dans les activités. Donc, ça serait ça. Mais encore Merci. Mais j'ajouterais à ça, d'abord, je vais juste vous annoncer qu'il reste 2 minutes à la présentation. Moi, si vous avez des questions, écrivez-les, on va essayer d'y répondre, on pourra déborder un peu. Mais en complément d'information à ce que M. Dompierre vient de vous donner, ce qu'il faut dire, c'est que le programme Sciences et Arts donne quand même une certaine liberté par rapport aux disciplines retenues par les institutions en sciences humaines et en arts. Ici, au collège, on a choisi des disciplines en art qui sont le théâtre, l'art visuel et l'histoire de l'art, mais dans un autre collège, ça pourrait être d'autres cours d'art. Il y avait une question dans le fil de discussion qui portait sur est-ce que je peux choisir moi-même le type d'art que je vais faire? Non. Le choix a été fait de façon institutionnelle. Dans certains collèges, on est obligé de faire de l'initiation à la psycho dans tous les cours, dans tous les programmes de sciences et arts. Mais il y a des cours, dans certains collèges, ils vont offrir un cours d'anthropologie, de géographie. Nous, ce n'est pas ces disciplines-là qui ont été retenues ici au collège. Monsieur Dompierre, j'aimerais ça que vous parliez aussi de la personnalité pour faire sciences et arts. Quel type d'étudiants on attire et quel type de métier peut nous apporter ce programme? J'essaie de reformuler 3-4 questions en même temps. Oui, je comprends. Mais traditionnellement, comme je vous dis, il y a une culture. Il y a une culture qui règne, comme je vous ai parlé, notamment de la culture de coopération, de la culture d'entraide. Généralement, le premier mot qui me vient en tête, c'est naturellement curiosité. La plupart des étudiants et étudiantes qui sont dans nos classes aiment apprendre, aiment l'école généralement, et aiment apprendre des choses, une multitude de choses sur plusieurs concepts. C'est des étudiants qui vont
très souvent être créatif, quoique ce n'est pas une nécessité, mais on a énormément de personnes créatives qui aiment mettre à profit leur créativité. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas non plus un programme qui est réservé seulement à des étudiants expressifs qui aiment s'exprimer en classe. Vraiment, le dénominateur commun, je pense, c'est vraiment la curiosité. On retrouve beaucoup la créativité. Il y a beaucoup étudiantes créatifs, mais vraiment la curiosité et l'intérêt pour plusieurs domaines et vraiment le goût d'apprendre, le goût de s'épanouir dans plusieurs choses. Une autre chose qui revient souvent, c'est évidemment, il y a beaucoup de nos étudiants qui ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard. Donc, ils vont dans un programme où ils vont pouvoir cerner peut-être un peu plus facilement ça. Et donc, ça, souvent, on va retrouver ça. Et pour ce qui est des métiers, les domaines d'études universitaires dans lesquels ça permet d'aller. Alors, comme j'ai dit, ça permet d'aller dans tous les domaines. Et moi, si je regarde ma mosaïque d'anciens, je vois une multitude de domaines différents. Autant qu'on en a beaucoup qui vont en génie, qui vont en médecine, qui vont en droit, qui vont en administration. Ça reste quand même ce qu'on voit le plus souvent. J'en ai rencontré j'en ai parlé à un récemment qui a étudié en théâtre, qui est allé étudier en théâtre à New York. On en voit qui étudient dans plein d'affaires. On en voit qui étudient comme dans les arts. L'architecture revient souvent, très souvent. C'est un peu le science lettres et arts de l'université, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, on voit souvent ça. Neurosciences, c'est un programme qui revient souvent, mais généralement, on voit vraiment une mosaïque de domaines différents. C'est vraiment ça l'idée. Ça ouvre la porte à tout. Et possiblement, vous allez découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert, vous allez possiblement découvrir votre voie dans le programme Sciences, Lettres et Arts. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour le monde qui aime tout, ne savent pas vraiment sur quoi se brancher, puis aimerait justement creuser un peu plus puis savoir vers quoi aller à l'université. Donc, c'est un peu ça aussi. Peut-être conclure par la dernière question qui résume beaucoup d'autres sous-questions. Est-ce que Sciences, Lettres et Arts est vraiment un programme qui est plus exigeant que les autres programmes? C'est-à-dire, Sciences de la nature est quand même un programme très exigeant aussi. Pour avoir enseigné en sciences naturelles, même sciences humaines, j'ai déjà enseigné en sciences humaines en session 3 et les étudiants travaillaient très fort aussi. Bac international est un programme très exigeant. Donc, je ne crois pas que c'est plus exigeant que Bac international, ça doit être à peu près égal. S'il y a une différence en termes d'exigence avec sciences nature, je crois qu'elle est mince. Elle est très mince. Et je crois que cette différence, parce que ça reste un programme exigeant en sciences nature. Et cette différence, comme je vous dis, est comblée, je pense, par l'engouement et l'enthousiasme des étudiants. Moi, je trouve en tant qu'ancien étudiant, c'était très motivant et ça me poussait à travailler. Et je sais que c'est une crainte que vous avez, les futurs étudiants, que ça soit très exigeant. Je ne m'en dirais pas, c'est exigeant, mais on passe à travers, puis on passe à travers ensemble, puis tous les étudiants sont encore capables de continuer à faire les choses qu'ils aiment à l'extérieur de l'école. Et une chose est sûre, vous allez apprendre à vous organiser là-dedans. Avec de l'organisation, ça se passe bien. En plus, généralement, la première session est la moins. En fait, il y a une gradation en termes d'exigence d'une session à l'autre. Donc, la deuxième est plus exigeante que la 1, la troisième est plus exigeante que la 2, la quatrième, mais vous améliorez aussi là-dedans. Donc, vous voyez peut-être moins les impacts de cette gradation-là. Donc, ça serait ça pour le programme, pour répondre à la question sur si le programme est exigeant en termes de travail. Simon? Je vous remercie beaucoup de votre attention. Il y a d'autres questions qui portaient beaucoup sur les admissions, le processus d'admission. Donc, je rappelle à ces personnes qu'il y aura un atelier, un événement ce vendredi à 5 h animé par Madame Huguette Maisonneuve qui pourra répondre en détail à l'ensemble de vos questions touchant cet élément spécifiquement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Dompierre. Puis je me permets de vous remercier aussi. Et mon nom est Philippe Dompierre. Si vous voulez si vous voulez prendre ça en note, puis tenter de me rejoindre pour que je puisse répondre plus à vos questions par le biais du collège ou de mon adresse courriel qui est sur le collège, ça va me faire plaisir. Donc merci beaucoup à tous.